aux Achourites sur France Bleu Roussillon. Les Achourites, François David, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous nos invités. Ils sont 4 ce soir pour ce nouveau numéro des Achourites. Voilà, 4 personnalités, 4 personnes engagées dans la vie du département. Nous sommes avec Ophélie Labelle, militante CGT, employée à l'hôpital de Perpignan. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Mac, maire de Poyestre, Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Thierry Bouldoir, journaliste indépendant. Bonsoir. Et Bruno Delmas, président du mouvement politique L'Olivier. Bonsoir. On vous a pas entendu, Bruno Delmas, sur le sujet. Vous comprenez, vous, l'exaspération des policiers et vous pensez que, éventuellement, comme le dit Daniel Mac, l'État, les autorités peuvent avoir une certaine forme de responsabilité aussi dans ces manifestations qui dégénèrent à leur marge. Oui, moi je comprends parfaitement l'exaspération des policiers, d'autant plus qu'il y a un véritable écart entre l'adoration que les Français ont exprimée vis-à-vis des policiers après les attentats, parce qu'ils ont commis un travail absolument exceptionnel, et le fait qu'aujourd'hui on les voit se faire caillasser, d'ailleurs comme les représentants des services d'ordre des syndicats, je le rappelle, la CGT aussi s'est fait caillasser, FO, un certain nombre de représentants syndicaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les quartiers ou dans ces manifestations où on voit des casseurs, y compris après les sorties de match, on a des gens qui sont l'écume, la lie de la société. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui sont des délinquants, quasiment des criminels, qui n'ont rien à voir avec la loi El Khomri, avec les syndicats, qui sont là pour casser, pour le principe de casser. Et ils sont là pour casser parce qu'il y a une petite musique dans ce pays qui depuis quelques années m'insupporte et qui est cette forme de culture de l'excuse où on excuse tout le monde, on va chercher des excuses, on dit mais ils ont cassé parce qu'ils ont la rage, parce que ça va pas bien. Mais la pauvreté dans ce pays, les difficultés, elles sont pas récentes, elles datent pas d'il y a 10 ans, ça date d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les gens dans les villages qui nous écoutent dans ce département, ils avaient des difficultés sociales, économiques bien plus difficiles à surmonter. Ils n'allaient pas casser à la première manifestation. Donc on a complètement rompu aujourd'hui avec cette culture démocratique qui est d'avoir des syndicats qui se font traiter de collabos aujourd'hui parce qu'ils mettent au point depuis 40 ans des manifestations avec la police, avec la préfecture. C'est pour ça qu'en France, la manifestation qui est un droit d'expression souverain s'est toujours bien passé. Moi, je ne suis pas d'accord avec les manifestants sur le fond par rapport à la loi El Khomri. Je suis patron et je ne suis pas d'accord. Mais je suis parfaitement sensible au fait que les manifestations puissent se passer normalement et que ces gens qui sont des casseurs qui n'ont rien à voir avec les syndicats, qui n'ont rien à voir avec des forces revendicatives, soient sérieusement entrepris par la police, par la justice, et que ces gens-là soient pris en charge et soient sévèrement. Et vous pensez que c'est pas le cas aujourd'hui ? Non, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, on voit les images, on a des phénomènes de foule. Alors moi, je comprends, de temps en temps, ça cogne d'un côté comme de l'autre, parce qu'on arrive à des niveaux d'intensité qui sont absolument gravissimes et excessifs. Et ça, c'est l'illustration de notre société. On excite tout le monde. Cette loi, comme à l'époque, la loi sur la déchéance de la nationalité, ce sont des nuages de fumée, parce qu'on sait très bien que tout cela, on va accoucher d'une souris, il ne va rien se passer, ni pour les employés, ni pour les patrons, comme l'autre fois sur la déchéance de nationalité pour les apprentis djihadistes. Donc pendant ce temps, la société française est en train de se déliter. On assiste à un spectacle déplorable de gens qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec ces mouvements sociaux, ni avec la police, qui sont en train de donner de cette expression démocratique et la manifestation une bien mauvaise image. Et moi, je souhaite apporter à la fois ma reconnaissance aux forces de police, aux services de l'État, parce que depuis 40 ans dans ce pays, on manifeste en paix, les revendications se font en paix, et il faut respecter le travail des uns et des autres, et également les revendications des syndicats. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec le fond sur ce que les syndicats, sur quoi les syndicats protestent, mais je me battrai pour qu'ils aient ce droit d'expression et qu'on ne fasse pas l'amalgame en les mettant au même rang que ces délinquants. Mais vous savez, moi j'entends ce que dit Daniel Mac, mais vous voyez, sans aller chercher aux manifestants, Daniel Mac connaît très bien ce sujet. Prenez le cas du Vernet à Perpignan. 23 caillassages de bus depuis le début de l'année. Que fait-on à la mairie de Perpignan ? On coupe la ligne de bus. C'est-à-dire que c'est la double sanction. D'un côté, on casse les bus, on chope pas ces jeunes adolescents qui cassent les bus, et on arrête la ligne de bus, ce qui vient contrarier le déplacement des familles, des enfants pour aller à l'école. Non, mais la question, c'est de savoir pourquoi ce genre de violence aujourd'hui, sans aller chercher à Paris, se perpètre. Pourquoi ce genre de violence se renouvelle ? Pourquoi on n'est pas capable de l'enrayer, y compris à Perpignan, quand on sait parfaitement de qui il s'agit, quand on sait exactement de quelle famille il s'agit, que ce sont des jeunes parfaitement identifiés, que ces cas se reproduisent pas 2 fois, pas 3 fois, 23 fois. Donc là aussi, il y a un problème de malaise social qui est lié à cette insécurité, et donc toujours à ce prétexte de l'excuse, parce qu'en grattant un petit peu... Et de déresponsabilisation. Bruno Delmas, vous avez l'impression, vous, que les femmes, jusqu'à présent, ont
peut-être trop hésité à dénoncer ces faits de harcèlement sexuel, et qu'elles ont raison aujourd'hui de se dire libérons la parole, dénonçons le moindre acte de harcèlement sexuel? Moi, je vais vous dire, dans cette affaire, ce qui me choque, c'est le nombrilisme de la classe politique. En clair, il suffit que ce soit des gens à l'Assemblée nationale, des femmes qui soient concernées par ces problèmes de harcèlement pour que les politiques prennent à bras le corps ce sujet. Du harcèlement sexuel, malheureusement, il y en a depuis toujours. Et effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, les femmes sont très peu protégées. Bon, c'est un harcèlement, je dirais, quasiment à sens unique, très majoritairement vis-à-vis des femmes. Et donc, c'est un sujet qui ne traversait pas la société, ou très peu, ou sous forme de boutade. Souvent, on ne se rend pas trop compte, sauf quand ça nous touche de très très près. Là, moi, je suis vraiment... encore une fois choqué par cette classe politique qui dit... Alors, on voudrait qu'elle soit exemplaire, oui, quelque part. On en fait une affaire d'État parce que ça se passe à l'Assemblée avec des dames qui nous disent, anciennes ministres, on ne se taira plus. Mais pourquoi elles se sont tues ? Enfin, c'est des femmes politiques, elles ont voulu des responsabilités, elles avaient une liberté d'expression. Pourquoi elles se sont tues ? D'une certaine manière, par leur silence, elles ont été complices de tout ce qui s'est passé. En étant au cœur de ces harcèlements, soi-disant, en n'ayant pas, alors qu'elles étaient députées, parlementaires, ministres, elles n'ont pas pris d'initiative, en tout cas pas d'initiative forte. On peut, et on est en droit de se poser la question de... Oui, mais c'est une vraie question. Pourquoi elles se sont tues ? Est-ce que, quelque part, il n'y avait pas une forme de pression, de poids qui ont fait que, même en étant ministre, elles n'ont pas osé parler ? Peut-être. Moi, je me pose la question, j'ai pas la réponse, et je veux pas glisser sur des explications compliquées, mais pour moi, c'est la vraie question. Parce que le harcèlement, il est pas nouveau, il est pas lié à cette tribune qui a été signée par ces femmes politiques et par ces ministres. Et en revanche, leur réaction, aussi brutale soit-elle, elle est tout à fait nouvelle, et moi, elle m'interpelle, comme beaucoup de Français d'ailleurs, quand ça les touche directement, les politiques. Alors là, on fait des lois, on met en place des commissions, il n'y a pas de problème. Tant que ça touche pas le personnel politique ou pas de trop près, écoutez, on laisse voguer la... Bruno Delmas, je vous vois secouer la tête en écoutant Jean Villa, le maire communiste de Cabestany. Je me dis que ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir. Ces gens-là, d'ailleurs, c'est le cas de M. Pujol à Perpignan, quand ils cumulent plus de 20 ans de mandat, ils ont l'impression de confondre leur intérêt avec l'intérêt collectif et l'intérêt républicain. Quand M. Pujol met le drapeau français en berne le 19 mars parce qu'il ne supporte pas le cessez-le-feu en Algérie le 19 mars, c'est quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Quand M. Villa, communiste, qui donne des leçons de démocratie, refuse une salle de réunion Front National, c'est une décision imbécile. D'autant plus imbécile que ce monsieur n'a aucune leçon de démocratie et de républicanisme à donner. Je rappelle qu'il s'est présenté aux élections départementales il y a un peu plus d'un an, en disant aux électeurs qu'il voulait être élu conseiller départemental. Il aura certainement pas dit que 6 mois après, il allait démissionner de son poste de conseiller départemental pour placer un de ses sous-fifres. Voilà ce qu'a fait Monsieur Villa. C'est quelqu'un qui donne des leçons de démocratie, y compris aux gens du Front National pour lesquels je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais. Et là encore une fois, nous avons des gens qui confondent complètement leur démarche personnelle avec leur mandat d'élu. Ça fait trop longtemps qu'ils sont au pouvoir. Vous voyez, en France, il faut arrêter le cumul des mandats, et il faut arrêter le cumul des mandats dans le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça leur fait vriller la tête. Alors, Monsieur Villa n'est pas le féodal de Cabestany. Qu'il piffe ou qu'il ne piffe pas le Front National ou je ne sais quelle autre association, son rôle, c'est au nom des habitants de Cabestany de faire respecter les règles démocratiques. Et la règle démocratique, c'est de donner une salle au Front National. Et d'ailleurs, Monsieur Villa, quand il était député, eût été bien inspiré, s'il considère que le Front National n'est pas un parti républicain, d'engager une proposition de loi pour faire interdire le Front National en France. Il s'est bien gardé de le faire parce que Monsieur Villa, comme d'autres, ne se font plus élire aujourd'hui aux élections qu'au bénéfice de Front républicain face au Front National. Voilà l'hypocrisie de ce système, avec un parti communiste, et ça j'en suis désolé pour ceux qui s'intéressent à l'histoire moderne, d'après-guerre. Franchement, le parti communiste avait beaucoup d'autres valeurs et de bien meilleures valeurs que celles que véhicule ce monsieur. On n'a pas encore entendu Bruno Delmas. Sur ces sujets-là, autant vouloir empêcher le vent de souffler, pour être de la partie, notamment dans ces startups et dans les technologies, vous effacez un message, il y en a 100 qui réapparaissent derrière, donc c'est impossible à arrêter. Moi, ce qui m'inquiète, je suis père de famille. Attends, mais sur Facebook, si on met un sein, on est bloqué. On est bloqué. Il y a quand même. C'est la belle hypocrisie américaine. Mais malheureusement, on est un petit État et comme d'autres petits États, et on ne peut rien faire. Moi, je me pose la question en tant que père de famille. J'ai des enfants et j'ai des adolescents à la maison. Comme tous les parents, la grosse différence avec la génération où nous étions nous enfants, c'est qu'à partir de 10h du soir, vous avez le monde entier qui rentre dans la chambre de vos enfants.
et qui est capable de débiter les pires insanités, qui est capable de leur montrer n'importe quoi. Je connais quelqu'un à Perpignan qui ne s'offusquait pas d'avoir assisté avec son fils à la décapitation intégrale d'un gars par Daesh. Et en vrai, tu comprends, on aurait dit une séquence de cinéma. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte en tant que père de famille des dégâts que ça occasionne dans l'esprit de ton fils? Est-ce que tu crois que ce genre de choses, il va le chasser plus tard de son esprit aussi facilement que ça? On a 2 soucis à régler face à ça. On doit s'armer. Vouloir lutter contre Facebook et Twitter, c'est peine perdue. En revanche, on a une responsabilité de parents, c'est d'affronter ces nouveaux enjeux. On n'est pas préparé à ça parce que forcément, ce qui se passe dans la chambre des enfants, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à travers leur terminal, leur mobile, leur tablette, on n'est pas toujours derrière pour gérer. Mais on doit leur faire cette éducation. Et il faut que l'État aussi accomplisse un travail vis-à-vis des enfants. Il faut que l'école s'y mette aussi, peut-être. Oui, il faut que l'école s'y mette, effectivement. Et parce qu'il faut, vous savez ce qui est important, qu'on soit français, américain ou ailleurs. On est des êtres humains avant tout. Ce qui distingue un être humain du reste de la planète, de la création, c'est quoi? C'est notre capacité à discerner le bien et le mal. La réalité, c'est ce travail qu'il ne faut jamais lâcher. Dire à nos enfants, dire à ceux qu'on accompagne, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils en font ce qu'ils veulent, mais il faut leur dire. Pourquoi on peut modérer la présence d'un saint et on peut pas avoir, avec l'argent que gagnent ces startups, Facebook et autres, on peut pas avoir des modérateurs par pays, par langue, qui suppriment les contenus racistes? Ça serait... Parce que ces gens-là sont aujourd'hui en train de refermer le piège sur tous ceux qui sont allés gaiement ouvrir des comptes Facebook. Vous savez, moi je suis dans les nouvelles technologies, j'ai pas de compte Facebook à titre personnel. Et je n'en aurai jamais. Je n'en voudrais jamais. Ça, c'est ma portion de liberté qu'on ne me prendra pas. Et pourtant, je suis dans ce métier-là. Et j'ai 25 personnes à Perpignan qui travaillent dans cette activité. C'est dangereux. Donc les gens sont partis comme ça, ventre à terre, sur ces systèmes. On a nourri la bête. On ne la contrôle plus. Elle est aux mains d'une minorité de personnes qui ont décidé d'instaurer leurs règles. Ce sont des règles iniques, on est d'accord, complètement incompréhensibles. Mais face à ça, nous, parents, nous, adultes, nous, société, on doit réagir et on doit transmettre une éducation de discernement à nos enfants pour éviter que demain ça termine en catastrophe, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec l'ensemble des participants, tout ça va finir en catastrophe si on n'y prend pas garde. Bon, c'était pas une note très gaie pour terminer le 4e débat, mais c'est ainsi. On va passer à autre chose, les poutous et les calbottes. Les Achourites sur France Bleu Roussillon. François, chaque invité a mené son petit coup de cœur et son petit coup de gueule que nous appelons poutou et calbotte. Bruno Delmas. Les couples se forment. Bon, en bon catalan, quand il faut faire un poutou, d'abord on pense à sa maman, c'est ça, hein, non, les Catalans pensent à leur maman. Mais je vais commencer par le calbotte. Le premier calbotte, je vais le mettre, excuse-moi Daniel. Oui, je crois qu'il y en a plusieurs. Je vais le mettre au conseil départemental et à l'agglomération de Perpignan, qui laisse dans une situation de solitude et de détresse totale les handicapés du département et leurs familles. Sur les déplacements. Il y a une mésentente dans tous les domaines entre l'agglomération, les pouvoirs politiques de l'agglomération et les conseils départementaux qui font que toutes les décisions se neutralisent et là on arrive à des situations insupportables pour les personnes handicapées. Et donc moi je souhaite vraiment leur en mettre un bien gros coup derrière la tête, et notamment Madame Neuville, qui est secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui est conseillère départementale, qui a voulu cumuler le mandat de conseiller départemental pour être plus proche de la réalité, et que je sache, concernant les personnes handicapées du département qui ne peuvent pas se déplacer dans des conditions normales, pour l'instant, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. C'est un peu injuste parce que vous savez, dans le périmètre de la communauté urbaine, les handicapés n'ont jamais été aussi bien servis. Je peux vous dire que quand ils manifestaient, c'était pas contre nous, mais vous leur demanderez et vous verrez que... Mais visiblement, les temps d'attente sont très très longs. Sont très longs et c'est assez inconfortable. Et donc le coup de cœur, à l'inverse, je vais le faire aux 800 Catalans qui ont fait le déplacement à Lourdes il y a 15 jours pour le pèlerinage de l'Ascension et qui, eux, sans argent public, sans moyens considérables, ont déplacé 4 bus de personnes handicapées, vous voyez, sans demander d'aide du public. On a déplacé 4 bus de personnes handicapées, certaines lourdement handicapées. Et pendant 4 jours, les ont entourés de toute leur affection et de tout leur soutien. Et à travers ces gens-là, je voudrais saluer et embrasser les familles de ces personnes handicapées qui, 365 jours par an, s'occupent de leurs parents dans les plus grandes difficultés dans ce département. Parce qu'on est dirigé, soi-disant, par un département de gauche, mais qui ne fait absolument rien pour le handicap. Et on juge une société à sa capacité à traiter les cas des plus fragiles. C'est pas l'assistanat, comme le fait Madame Malherbe, de distribuer le RSA à tour de bras. C'est de s'occuper des gens qui sont vraiment dans la détresse physique, la détresse morale. Des familles et des personnes handicapées dans ce département devraient un petit peu plus secouer les élus du département. Il faudrait laisser une petite minute quand même pour tirer Boule-Doire. Hein. Allez-y. C'est la santé en général. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la santé est attaquée. Donc, je suis du CH de Perpignan. Et à CGT, on est pour un grand service public. Votre collègue est ministre, madame. Ah, c'est pas ma collègue. Ah ben si, elle travaille avec vous.
Ah, mais c'est pas ma collègue. Ah, d'accord, pardon. Elle est médecin. Il vous reste une minute, Thierry Bouilloire. Mon coup de gueule, c'est contre la fausse très bonne idée de la région de nous faire croire qu'on va choisir un nom qu'il a choisi. Et mon coup de cœur, c'est pour David Marty. Une certaine idée du rugby s'est sûrement arrêtée vendredi à Aimé Giral. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, on avait fait une belle émission lundi qui lui était consacrée, Thierry Bouilloire. J'espère que vous l'avez écoutée. Vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr, Thierry, cette émission, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Et donc, visiblement, Thierry Bouilloire a des infos. Le nom de la région a déjà été choisi. C'est lequel c'est lequel alors? C'est lequel? C'est Occitanie ou c'est Pyrénées-Méditerranée? Moi, j'ai pas de scoop, mais c'est évident que quand tu votes, t'as 5 noms à choisir et qu'au bout du compte, on va te dire que de toute façon, on arrivera à arranger tout ça, c'est que tu es choisi à l'avance, effectivement. Merci beaucoup les Achourites. Merci à vous d'être revenus et de vous être prêtés à l'exercice. Merci François-David, bonne soirée. Bonne soirée. La météo pour ce soir, c'est un ciel couvert, des averses et orages avec risque de grêle donc sur l'ensemble du département. Demain, c'est couvert le matin et c'est ensoleillé l'après-midi parce que la tramontane se lève, elle souffle à 60 voire même 80 km/h en rafale. 19 degrés demain après-midi à Sainte-Marie et Toreil, 23 degrés à Perpignan et sur l'ensemble de la plaine du Roussillon. France Blau Roussillon, 7 horas.